cette édition va être essentiellement consacrée à cet accord de Pretoria, lassé par la guerre au Congo-Kinshasa. Le prochain intervenant, congolais bien sûr, s'en prend ouvertement à la classe politique de son pays, qu'il accuse d'avoir précipité le pays dans l'abîme. Il doute de l'opportunité du protocole d'accord de Pretoria entre Kabila et Kagame. Pour lui, on multiplie les accords pour tuer la paix. Dans le cas de mon pays, la RDC, il y a certaines vérités qui doivent être dites crûment. Notre classe politique est dépourvue d'imagination relevant du bon sens. C'est l'imagination qui illumine de notre jeu le cerveau des hommes. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des figurants d'un genre nouveau, plongés dans un mélodrame qui se joue à guichet fermé au théâtre de l'Empire zaïro-congolais, qui est devenu un champ de prédilection pour fils et filles à papa. Malmenée de part en part, la RDC fait figure d'une balle de ping-pong aux mains des belligérants sous l'œil attentif d'un Paul Kagame qui s'en frotte les mains. Voici la preuve d'une division qui persiste sans raison apparente et relève de l'absurdité qui nous nargue. La politique ne vaut que par sa pensée philosophique, celle par quoi elle génère par son projet de société. Aujourd'hui en RDC, tout est à revoir de fond en comble et nous devrons tous mettre la main à la pâte pour ne plus tomber dans un tel guet-apens. Aujourd'hui encore, où tout le monde se prend pour ce qu'il est, mon pays s'enfonce dans l'abîme de l'histoire. On nous floue par un jeu d'alliances chaotique qui va de sommet en sommet sans trouver le moindre accord. Bien au contraire, de là, nous étalons les désaccords d'un Congo en sursis, qui s'effiloche par somnambulisme. D'où l'urgence d'un Archimède qui nous sortirait de ce guêpier. N'avons-nous pas le droit de bien vivre, ce qui équivaut à exister en acte dans la joie? Ce bien agir accroît la puissance d'exister d'un individu et par conséquent le sentiment qui touche à son paroxysme au travers de la satisfaction de soi. Autant je plaide pour nous, autant je plaide pour ces réfugiés qui sont devenus l'objet de tous les prétextes pour s'emparer d'une bonne partie de notre territoire. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Pas question de jeter au loup ceux qui ne le méritent. Nous ne répondrons pas au mal par le mal. Et ces accords, je ne connais pas grand-chose. Et je m'en remets à ma seule conscience. Ce qui doit être fait le sera. Mais que cela se fasse dans les règles de l'art. Et l'Union africaine doit en prendre la tête. Et toutes les organisations notables et non gouvernementales internationales. Si Paul Kagame se permet de faire la pluie et le beau temps au Congo-Kinshasa, c'est bien parce qu'il sait à qui il a affaire. Nous ne sommes même pas tenus d'appliquer le moindre accord entre Congolais. Et cela nous empêche de courir de gauche à droite pour répondre au moindre caprice du mentor de Kagame. Je me pose la question de savoir si le peuple congolais est réellement convaincu et ses dirigeants qui courent d'accord en désaccord sans toutefois trouver le moindre terrain d'entente. Alpha Condé, voilà là un prototype même de prisonnier politique qui justifie l'omniprésence de dictatures pure et dure à la limite du cannibalisme, par des incompétents qui pour si peu s'emportent et qu'on irrite pour pas grand-chose. C'est vous dire à quel point l'homme souffre d'une certaine carence et dépourvu de toute imagination. Alpha Condé, un opposant mis en quarantaine, pour avoir fait trembler l'édifice du général Lassana Conté, qui sans
une intervention musclée de son régime volée en éclats, sans doute par décrépitude, qui entraîne un certain agacement de la population par le résultat aux urnes. Le général Lansana Conté est de ce genre qui n'a de compte à rendre à personne, et même pas à sa propre conscience. Si ce général refuse de comprendre que le monde change et qu'il devrait changer avec, alors il aurait là commis un crime lèse-majesté. Et tant pis pour les giboulés. Le vampirisme des hommes au pouvoir, qui ne veulent plus en partir et tend à s'accrocher coûte que coûte jusqu'à ce que la mort s'en vienne, est une erreur à tout point de vue et un arriérisme sans nom que seuls les dictateurs peuvent s'en défendre. Lamentable. À vrai dire, un dictateur est un grand paranoïaque qui s'entoure d'une armée pour se rassurer d'une certaine sécurité. Que le sommeil, par ses cauchemars, fausse au point d'être tenté de mettre même l'urne sous les verrous. Ce fut le cas au Niger, au Sénégal, au Togo, au Cameroun, en Guinée-Conakry et j'en passe. La démocratie a ses valeurs qui reposent sur des vrais principes et des vrais principes qui se traduisent en une véritable partie d'échec pour ceux qui en ont saisi les règles de base, les jeux de l'alternance. Un homme s'en va et un autre le remplace par le biais des justes élections. C'est là, et c'est ça l'alternance. Comment ne pas crier au scandale quand il s'opère des drôles de manœuvres pas du tout catholiques et encore moins méthodiques? On se dit africain et on connaît à peine notre histoire. Seuls ces tiroirs caisses nous intéressent. Un vrai fiasco du genre. Une vraie et bonne démocratie se juge par l'alternance qui s'opère au sommet de l'État. Si les hommes passent, les institutions demeurent et s'affinent avec le temps pour une meilleure répartition des rôles. Si l'Afrique fut, je ne comprends pas pourquoi ne serait-elle plus ce qu'elle fut jadis. Si les principes reposent sur des valeurs fondamentales, ces Africains qui ont notre destinée entre leurs mains doivent se ressaisir afin de donner une bien meilleure image de nous et du continent, au lieu de se donner en spectacle et surtout de piètre qualité. Tous ces hommes qui laissent à douter ou qui laissent à désirer doivent essayer par tous les moyens de se racheter une conscience en donnant le meilleur d'eux-mêmes et au peuple d'apprécier. Il faut que chacun de ceux qui s'accaparent de l'appareil de l'État reviennent à la raison afin de retrouver tout leur bon sens. Voilà pour la Guinée-Conakry. Un lobby afro-américain peut-il aider l'Afrique à prendre part à la mondialisation? Autre réaction. De nombreuses personnalités du monde politique et du monde des affaires ont donc répondu présent au sommet d'Accra au Ghana pour envisager des liens économiques plus serrés entre les Africains et les Afro-Américains. Ces derniers pourraient jouer un rôle non négligeable dans le développement du continent. Et c'est pourquoi certains de nos auditeurs sont tout à fait favorables à un lobby afro-américain qui serait salutaire pour l'Afrique. C'est le cas de l'intervenant suivant. Le monde se joue par un rapport de force qui repose sur le poids du lobby. L'Afrique ne doit pas faire exception en la matière. Le lobby est un contrebalancier et
arme redoutable qui témoigne de la subtilité de l'homme en des moments décisifs donc de sa maturité. Un lobby afro-américain peut toutefois donner à l'Afrique de quoi se faire entendre. Et les Afro-Américains, de ce côté, ont une longueur d'avance sur nous. Et c'est une évidence. Oui, un lobby afro-américain a tout un espace à conquérir, à occuper dans cette nouvelle configuration du monde qui se joue en pôle de croissance, qui s'exprime de nos jours par une large mondialisation de l'économie. Sans quoi, nous ne pouvions justifier ces sommets afro-américains et juger de leur importance. L'État d'Israël, sur le plan géographique, paraît plus qu'insignifiant. Mais nous voyons à quel point il est redouté de tous. Ce qui est condamnable chez les autres ne l'est pas forcément ou pas toujours chez le peuple juif. Cela montre à quel point un peuple bien organisé peut tirer profit de certaines subtilités qui relèvent de son savoir-faire sans autant faire échec et mat. Le jeu du lobby est une carte à jouer pour les Africains s'ils tentent un jour à jouer un rôle de plus important sur le plan mondial, afin de se faire valoir, afin de nous sortir de cette mauvaise impasse qui ne cesse de nous tendre plus d'un piège à plus d'un titre. Quel vilain tour. De nos jours, on n'arrive qu'à se faire entendre par un tour de force et le lobby est une arme imparable et surtout impardonnable, dont le peuple juif est passé maître en la matière. Un lobby afro-américain est sans doute ce qui nous mettra du pain sur la planche. Et cela est à encourager. C'est une des solutions qui nous sera utile sans doute à l'avenir. Merci, à très bientôt. Les États-Unis s'intéressent vivement à l'Afrique. Le voyage du président Bill Clinton sur le continent africain en mars 1998 a été un des signes avant-coureurs de ce regain d'intérêt. Les relations entre les deux parties s'orientent désormais sur le plan économique plus que sur les plans politiques ou diplomatiques. Ce partenariat peut-il être bénéfique pour l'Afrique? Vos commentaires. Alors aucun État ne peut tenir debout sans une presse libre et indépendante. Voilà l'analyse de notre prochain auditeur. Ce dernier pointe du doigt ces journaux dits libres mais qui ne servent qu'à véhiculer les idées des pouvoirs en place. La séparation des pouvoirs n'est pas une tradition africaine, en tout cas c'est ce qu'il pense. Écoutons-le. Quand la presse tousse, c'est toute l'Afrique qui retient son souffle, bégaye, s'interroge, sans autant déroger à la règle, mais veille au moindre facétie de nos habitués de la cour qui prennent facilement la mouche en présence des esprits bien éclairés. Quelle douche froide pour ces malheureux dictateurs qui s'en tirent toujours à bon compte et quelquefois à compte-gouttes. La presse qu'on accuse est une ruse de vieux roublards qui crient au loup afin de mieux la précipiter du haut des falaises. Aucune nation digne de ce nom ne peut se tenir debout sans l'implication dans la participation d'une presse indépendante. Tenir en laisse une presse indépendante, c'est bâillonner tout un peuple afin de le mettre au pas à la soviétique, à la hitlérienne ou encore à la bouche américaine qui dégaine plus vite que Lucky Luke. Non, la presse indépendante est une parade aux parodies de la presse gouvernementale qui se substitue à un simple rôle de porte-parole du gouvernement en place. C'est par la presse indépendante qu'on tient notre liberté, car elle est le contrepoids
de tout pouvoir autoritaire. Nous ne sommes plus au stade de balbutiement. Nous évoluons avec notre époque à la vitesse DSL. Certains dirigeants ont du mal à suivre. Ils n'ont qu'à rendre leur tablier de pouvoir aux plus compétents, à même de faire face à ces discordes de basse-cour. Plus que jamais, nous avons besoin d'une presse indépendante qui porterait un autre son de cloche pour ne pas tomber dans l'absurdité de l'unisson, surtout que le 11 septembre a été du pain béni pour certains dictateurs en mal de reconnaissance dans leur autorité. Se permettre autant montre à quel point les jeux ont été faussés par la nouvelle donne de la croisade contre le terrorisme. Voilà que les plus malins s'empressent, profitent de la conjoncture afin de brouiller les pistes et de mettre tout le monde dans le même sac. Une presse en danger, c'est la conscience qui est mise en mal. Et nous n'avons pas le droit, au nom de la liberté, de nous laisser autant malmener. Au nom de la liberté, le Sénégal d'Abdoulaye Wade, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le Congo-Kinshasa de Joseph Kabila, le Zimbabwe de Robert Mugabe et j'en passe, ferait mieux de cesser d'agiter la baïonnette. Une Afrique sans presse libre, c'est le retour à la case de départ. Et nous ne sommes plus les proies des vieux prédateurs à la courte réflexion et parfois à la culotte courte. Merci et à très bientôt. À très bientôt et revenez-nous vite. Alors je rappelle donc que Reporters sans frontières vient de publier son 3e classement mondial de la liberté de la presse. Alors c'est en Asie orientale, c'est-à-dire en Corée du Nord, en Birmanie ou encore en Chine, que la liberté de la presse est le plus menacée. En Irak, la guerre qui perdure est la plus meurtrière de ces dernières années pour la profession. 44 tués depuis le début du conflit en mars 2003, mais l'Afrique n'est pas en reste. Par exemple, en Érythrée, il n'existe aucune presse privée. Les Érythréens n'ont aucune autre source d'information que les médias d'État. Alors pour rêver un peu, le Danemark est le meilleur élève. C'est un véritable havre de paix pour les journalistes. Et puis en Afrique, le pays où la liberté de la presse est le plus respectée, c'est la Namibie. Le rapport 2004 Afrique de Reporters sans frontières est tombé. La situation se dégrade pour les journalistes africains. La presse indépendante en danger en Afrique, c'est le thème du JDA cette semaine. C'est vous aussi, on attend toujours vos réactions sur le grand dossier de cette semaine, l'Union africaine face aux enjeux de paix, de défense et de sécurité au moment où les rébellions se multiplient sur le continent. Votre réaction, l'Afrique de l'OUA à l'Union africaine, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, affirme notre prochain auditeur. Le destin des peuples d'Afrique a été suffisamment fourvoyé. Voilà pourquoi l'auditeur invite les chefs d'État d'Afrique à ratifier assez rapidement le protocole de mise en place du Conseil de sécurité et de paix pour l'Afrique. Le manque de détermination politique de l'Union africaine est à l'image de ce que sont nos États. Une illusion sans lendemain, pour ne pas dire une peine perdue. Le projet politique de l'Union africaine est un projet qui se fait autour de nos chefs d'État sans toutefois tenir compte de l'urgence immédiate que représente notre profonde misère. La vision de ceux qui nous gouvernent est une vision hétéroclite, dont nous en faisons les frais. De là, je vois mal en quoi l'Union africaine est-elle différente de la défunte OUA. C'est encore l'hôpital qui se moque de la charité. On ne peut pas parler d'union dans le divorce d'un peuple et de ses dirigeants. C'est vouloir défendre une cause désavouée qui fait d'autant plus mal que nos dirigeants perdent de leur crédibilité, qu'ils sont les seuls à croire à leur ineptie. Vous savez,
les grandes douleurs sont toujours muettes. N'étant nullement convaincus du bien fondé de certaines mesures pour parvenir à bout de ce qui nous coûte par défaut, la nouvelle politique africaine qui se fait toujours autour des mêmes hommes, qui change de langage comme on en tourne sa veste, un peu à l'image de ce qu'a été Edgar Faure, une girouette dans la classe politique française. C'est même qui ne cesse de nous fausser compagnie, voilà des lustres. On ne peut s'engager dans une direction aussi noble que la mise en place d'un conseil de paix et de sécurité quand on a longtemps fourvoyé le destin d'un peuple. L'Union africaine ne nous appartient pas encore. C'est encore un cartel de chefs d'État en mal de légitimité qui sont prêts à tous les coups bas pour se maintenir à leur poste et pour ne pas faire l'objet d'une quelconque poursuite. Dans ce cas, vous voyez bien qu'il est difficile de disposer des institutions valables correspondant à nos attentes. Je ne pense pas qu'il en faille en rajouter d'autres, si c'est juste pour amuser la galerie et de surcroît se donner bonne conscience. Ce qui se joue au sommet par des alliances contre nature n'est qu'une entente tacite entre les ayants droit et leurs protecteurs, et loin d'être le souci principal de ceux qui subissent le courroux et la misère dans l'injustice des institutions en place. Une fois qu'on aura répondu de façon équitable à cette question, enfin, nous pourrions envisager les choses autrement. Pour le moment, face à cet ordre injustement établi, nous en sommes les grands perdants. Pour preuve, ils ont du mal à ratifier le protocole de mise en place du Conseil de paix et de sécurité. Pourquoi tant d'hésitation? La paix est le souci de ceux qui se soucient des autres dans un monde convivial. Et je ne pense pas que nos chefs d'État en soient encore arrivés là. Merci et à très bientôt. La peine de mort en Afrique, des chiffres qui inquiètent. En 1999, dans le monde, au moins 1813 prisonniers ont été exécutés dans 31 pays et plus de 3857 personnes ont été condamnées à mort dans 63 pays selon un rapport d'Amnesty International. En Afrique, 17 pays ont recours à la peine capitale. Plus de 900 détenus sont actuellement dans le couloir de la mort et quelques 150 personnes ont été exécutées au cours de l'année 1999 en dépit des appels à la clémence de la communauté internationale. Un chiffre qui dépasse largement les 127 mises à mort du Texas, l'État américain qui détient le triste record du nombre de personnes exécutées. Le Nigeria, le Ghana, la République démocratique du Congo, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Somalie, la Zambie, le Zimbabwe, le Bénin et le Kenya, entre autres, ont dans leur arsenal juridique la peine capitale. En Afrique, tout comme aux États-Unis, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les condamnations à mort d'innocents au terme de procès parfois iniques, procès parfois injustes. Êtes-vous pour ou contre cette sentence? C'est la grande question de cette semaine. On attend vos réactions, analyses et commentaires. Alors que nul ne songe à légitimer la torture, selon vous, peut-on continuer à tolérer l'application de cette forme suprême de torture qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'individu jusqu'à lui supprimer la vie? Enfin, la peine de mort serait-elle une solution pour réduire la criminalité en Afrique? C'est le grand débat de cette semaine. Pour ouvrir cette édition, une première réaction qui vient de nous parvenir à l'instant que nous écoutons. Dans beaucoup de pays africains, la peine de mort est prévue pour les auteurs de meurtres, de trahison, de tentatives d'assassinat contre le président, ainsi que pour les auteurs de mutinerie ou de désertion dans l'armée. Notre tout premier auditeur, un fervent abolitionniste, estime que la peine capitale relève d'un dysfonctionnement de l'état de droit et peut être considérée comme un affront à l'humanité. Voici son commentaire.
à éradiquer la peine de mort de leur constitution, il faut bien reconnaître qu'il y en a encore beaucoup qui fantasment sur la peine capitale, croyant trouver là la réplique au mal. Alors que les temps changent et le meurtre évolue. Maintenir la peine de mort dans une société qui se veut et se dit civilisée, la peine de mort est une erreur dans l'appareil judiciaire. Un État qui se veut de droit doit dépasser le stade de la rancœur qui, à certains égards, peut servir de prétexte pour éliminer certains opposants et certaines catégories d'individus qui font l'ombre au tableau. La peine capitale est un encouragement à la division d'une société et au renforcement de la haine des uns envers les autres. La peine de mort n'a jamais été une solution efficace. Bien au contraire, c'est les pays où la peine capitale est encore en vigueur qu'il y a un taux élevé de criminalité. Et les ONG telles que Amnesty International et autres disent bien que la peine de mort est un affront à notre humanité. Marie Robinson, au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, après l'exécution de Carla Faye du cœur aux États-Unis en février 1998, citait: je comptais pleinement avec les familles des victimes de meurtres et d'autres crimes, mais je ne puis accepter que la mort d'une personne justifie la mort d'une autre. Première réaction enregistrée au sujet de la question fondamentale du thème principal de cette semaine. Un sujet que j'évoque assez rapidement pour vous, la peine de mort en Afrique, des chiffres qui inquiètent. Êtes-vous pour ou contre cette sentence? La peine de mort serait-elle une solution pour réduire la criminalité sur le continent? C'est donc le sujet principal de cette semaine. On va y revenir dans un instant. Les enquêtes ont toujours eu quelque chose d'arrière-goût, quelque chose au goût amer, quelque chose de suspect, surtout dès lors qu'il s'agit de reconstituer les faits pour lesquels on est montré du doigt, pour faire la lumière sur les faits reprochés et surtout sur ce qui défraie la chronique et jette le discrédit sur une action qui se voudrait bonne. Les résultats d'une enquête ont toujours quelque chose de terrible, de glacial et de redouté, de ceux qui l'attendent, car ceux-ci peuvent vous faire passer au bûcher, ce qui parfois explique le tiraillement, les résistances et les changements et le retournement inattendu des situations. Voilà un des éléments du pourquoi de ce contretemps entre Kinshasa et l'ONU. L'enquête doit se faire selon les principes du bon sens et les règles de l'art en la matière. Déjà que l'ONU n'a pas une bonne presse dans ce pays pour avoir laissé une très mauvaise impression lors de son intervention suite à l'appel de Lumumba et de Kasavubu pour rétablir l'ordre. Ce qui, malheureusement, s'est tourné en un véritable fiasco pour Lumumba et le peuple congolais, pour un long règne de la dictature que nous avons connu. L'hostilité et la résistance des autorités de Kinshasa s'expliquent. Expliquer ne veut pas dire excuser, mais justifie une action, une réaction. Voilà pourquoi il serait bon que l'ONU, pour une fois, joue franc jeu, sans être un instrument au service de certaines grandes puissances qui ont intérêt à voir tomber certaines têtes dans le piège de la démarche. Entre autres, il se pourrait qu'entre-temps, que l'ONU ait évolué vers le bon sens
qu'elle s'est finalement émancipée aux yeux de l'opinion publique internationale. Jamais Kinshasa n'outrepasserait ses droits, surtout quand on sait le poids de l'ONU sur le plan mondial. Seulement voilà, il n'est pas question de se laisser faire, car de cette enquête dépendra l'orientation et la suite à donner à l'action de LDK. Une enquête, oui, mais dans la transparence. Il y a trop de problèmes et de malentendus qui entourent ce problème de réfugiés rwandais. Tout homme et tout être de ce bas monde a droit à la vie et à une certaine aisance de l'existence dans sa propre vie. Kinshasa et les autorités onusiennes doivent dépassionner le débat et mettre en place une structure neutre. Congo-Kinshasa, un scandale géologique selon les experts, un élément dont il faut tenir compte dans l'intérêt de l'action que compte mener l'ONU sur les massacres de réfugiés rwandais. Que LDK fasse de la résistance aux méthodes et aux pratiques onusiennes, c'est vous dire que le problème reste entier. Donc, l'ONU et Kinshasa sont condamnés à travailler ensemble pour restituer à l'humanité la part de vérité sur ce qui s'est passé à l'Est et dans les camps des réfugiés rwandais de l'Est du Congo-Kinshasa.